Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneur, l'émission pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique, et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Hello, hello, femme rayonnante. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Cette semaine avec moi, une entrepreneure multipassionnée qui est aussi intervenante à l'Université de Paris 8, consultante internationale. J'ai nommé Rima Chemeric. Rima, bonjour. Bonjour Leslie, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Et pour celles qui nous écoutent, ceux qui te découvrent, que peux-tu nous dire un peu de toi, de tes activités? Eh bien, écoute, comment je vais aujourd'hui? Je vais plutôt bien parce que c'est le début du printemps et moi j'adore le printemps. Peut-être parce que je suis née au mois d'avril, mais j'aime le printemps parce que pour moi ça évoque un peu une période où le champ des possibles est ouvert. C'est comme ça que moi je le ressens. Donc c'est une énergie extrêmement positive qui m'inspire énormément. Alors, qu'est-ce que je peux dire aux personnes qui nous écoutent? Donc, je suis Rima Chemeric, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui une slasheuse. C'est un mot que j'ai découvert il y a quelques années et quand j'ai compris la définition de ce mot-là, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire, c'est-à-dire que je veux slasher des activités qui sont différentes et tu l'as bien dit en introduction, je suis multipassionnée. Je ne me rendais pas compte de ça avant. Et donc, j'aime faire des choses qui sont différentes. Moi, dans une première vie, j'ai travaillé dans des ONG internationales. Je faisais du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est des activités, c'est des campagnes de mobilisation qui influencent les politiques publiques. Donc, j'étais dans tout ce qui est communication, analyse, etc., avec des allers-retours aux Nations Unies, à Genève, à New York, etc., sur des causes qui me tenaient beaucoup à cœur. Alors, la question de paix internationale, les droits des femmes, les droits de l'homme au sens large, etc. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dans une première vie. Et puis, il s'est passé des choses qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, oula, j'ai décidé de dédier ma vie à la défense des droits humains et est-ce que mes propres droits ne seraient pas en train d'être bafoués en ce moment? Donc, il s'est passé quelques petits événements, en tout cas dans mes derniers postes en ONG, qui ont fait que je me suis dit, OK, là, on va un petit peu changer de cap. Et c'est difficile, hein. Je suis sûre que beaucoup de personnes qui nous entendent aujourd'hui ont peut-être ressenti ça à un moment de doute où on se dit ouais, mais en fait, qu'est-ce que je sais faire d'autre? Donc, je suis passée par ce moment-là où j'étais persuadée que je ne savais pas faire autre chose que du plaidoyer parce que j'avais fait des études de sciences politiques et de relations internationales. Et puis, évidemment, j'avais un CV tout à fait cohérent, tout à fait brillant, etc. Mais il y avait une question du coup la cause, c'est aussi moi à un moment donné, si je commence à sentir des signaux corporels qui me font croire et comprendre que je suis pas au bon endroit, qu'il y a des choses qui sont à la limite de la gravité qui se passe, donc ça crée une espèce de déclic et là on n'a pas le choix. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi, en tout cas ce qui a déclenché le changement au départ. Donc, c'est là qu'est venu le déclic. C'est à ce moment-là. Mais entre ce déclic et tes activités aujourd'hui, comment c'est venu en fait? D'où est venue l'idée pour pouvoir démarrer autre chose? Parce que comme tu le dis tout à l'heure, tu pensais avoir ce chemin tout tracé et Oui, une seule option oui. d'activité possible. Donc, comment est venue l'idée d'autre chose? Eh bien, écoute, c'était compliqué. Comme je te disais au départ, je faisais face à ce qu'on appelle des croyances limitantes que je t'expliquais, c'est-à-dire qu'en gros, je sais rien faire d'autre, ce qui est tout à fait faux. En France, on a tendance à mettre les gens dans des cases. Il faut avoir fait telles études pour suivre tel chemin, autrement, sinon tu recommences tout de zéro. Complètement stupide et vraiment c'est une mentalité qui casse beaucoup de potentiel et beaucoup d'aspirations de beaucoup d'entre nous. Et puis évidemment, j'ai commencé à me renseigner, à me rendre compte que les compétences étaient transférables. Donc c'est la même chose. Donc il faut La même savoir utiliser les compétence. mots. Exactement, c'est transférable. Et donc du coup, j'ai commencé à me rendre compte de ça. Je dis ok, donc déjà, il y a cette partie compétence qui était rassurée plus ou moins. Et puis je parle 3 langues, etc. Donc ça peut être utile à l'international. Ok, cool. Mais qu'est-ce que je voudrais faire? Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Et du coup, il y a un bouquin qui m'avait pas mal aidé, que j'avais utilisé, c'est Devenez ce que vous êtes, il me semble. Et donc, j'ai juste pris un carnet, moi j'adore les carnets, et j'ai juste commencé à noter tout ce qui me plaisait. Ce qui me plaisait et tout ce qui m'attirait, mais vraiment, il y avait de tout là-dedans. Donc, tu avais de la mode, tu avais du coaching,
avais du journalisme. J'étais là, je me dis, mais on s'en fout, on va tout noter, on n'en sait rien. Donc, c'est Et un la grand magie, brainstorming de toutes les idées. c'est ça. De ce qui me fait envie et où potentiellement j'aurais 2-3 choses à mettre sur la table, quoi, en termes de compétences, etc. Mais vraiment, je me suis pas auto-censurée, quoi. Je me suis dit, mais on pose tout là. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, là, il y a quand même des choses qui se profilent, enfin, qui se dessinent plutôt, d'accord? Mais on commence par quoi? Donc, c'était ça aussi, c'est qu'on peut pas tout faire non plus, quoi. Et il se trouve que j'ai décidé de commencer par lancer ma marque de t-shirts en coton bio à l'époque, des t-shirts à message engagé. Donc, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais. Mais en fait, si, au final. Parce que quand je réfléchissais à des slogans, c'était comme réfléchir à des slogans de campagne internationale qu'on faisait à l'époque. Donc, il y avait le même process de réflexion. Le support est différent, mais c'est le même process en réalité. Donc, j'utilisais, au lieu d'utiliser effectivement un communiqué de presse, là, il se trouve que le message était dans le t-shirt. Donc, finalement, ça se rejoignait. Mais en réalité, le milieu de la création, le milieu de la création parisienne, etc., c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Je connaissais personne, je connaissais rien. Donc, je travaillais 7 jours sur 7, etc. Et c'était un petit peu le premier truc que j'ai mis en place. C'était un processus d'apprentissage et qui m'a donné goût à l'entrepreneuriat. Donc, ça avait sa place dans mon parcours. Même si par la suite, j'ai commencé à faire autre chose, c'était aussi un élément qui était important dans mon parcours d'entrepreneur. Et selon toi, quels a été les facteurs de réussite pour pouvoir dépasser ces blocages, hein, et vraiment te lancer et décider de faire autre chose? Moi, je pense qu'un des facteurs fondamentaux dont je parle régulièrement, c'est la question de sens. C'est le pourquoi. C'est pourquoi tu te lances dans ce truc-là. On a toujours une raison. Et souvent, c'est pas la première chose qu'on va dire. Dire oui, parce que j'en ai marre de mon patron, parce qu'on me casse la tête, parce que j'en ai marre de travailler à 1 heure de chez moi, j'en ai marre de ce. C'est pas ça la vraie raison. Il faut creuser pour savoir vraiment ce qui t'anime, ce qui fait que c'est compliqué, mais t'y vas. Donc, la question du pourquoi, elle est fondamentale. C'est ce que les Japonais appellent l'ikigai. En gros, c'est ce que les Américains appellent le big why. C'est un peu, on pourrait dire en français, la raison d'être. C'est ce que les spirituels pourraient appeler la mission de vie. Peu importe. C'est qu'est-ce qui fait que tu vas sur ce chemin-là et pas l'autre. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie quand t'es HS, quoi? Et c'est ça. En fait, c'est cette raison-là. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Et si on n'a pas ce why, cette mission, c'est difficile de durer, en fait. C'est difficile et tu le sais sûrement, Leslie, tout comme moi, c'est que même quand tu l'as, c'est compliqué. C'est tellement difficile, c'est que même quand tu sais pourquoi et que tu lis ça, ton but ultime, tu sais pourquoi tu le fais et c'est compliqué. Alors imagine quand tu ne l'as pas. Au bout de 3 jours, c'est terminé, quoi. Je veux dire, au bout de 3 mois, quand tu vois que le chiffre d'affaires n'arrive toujours pas, tu dis, OK, je suis en train de. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il y a un entrepreneur hyper connu, qui n'aime pas nécessairement qu'on le cite, mais qui dit, pourquoi l'entrepreneuriat dure 2 ans en France? Bah oui, mais c'est parce que l'assurance chômage, ça dure 2 ans. Donc évidemment, tout le monde se met au chômage pendant 2 ans, si tu veux, et qu'une fois qu'il n'y a plus les allocations, bon, bah, c'est terminé. Après, on a fait plein de meet-up, on a rencontré plein de monde, on a des choses à raconter, mais on n'est pas nécessairement entrepreneur. Donc, c'est ça aussi, c'est de se dire, il faut persévérer. Et c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, mais quand on ne le sait pas, eh ben, c'est compliqué. Effectivement, il y a le fait de pouvoir continuer sur la durée, il y a cette motivation, tout ça, et puis le fait de changer de statut, d'un cadre où on va avoir un peu cette illusion de sécurité vers cet inconnu qu'est l'entrepreneuriat quand on commence, c'est source de plusieurs difficultés. Pour toi, quelles seraient les principales que tu as rencontrées et qu'est-ce que tu as appris à travers ça? Je voudrais juste revenir sur un mot que tu as utilisé et que j'utilisais aussi beaucoup et qu'on continue à utiliser, c'est la question de la sécurité. Parce qu'effectivement, pour beaucoup d'entre nous, entreprendre, c'est le risque. Parce qu'effectivement, c'est incertain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis évidemment, quand on travaille, on sait que le salaire tombera à tel jour et on sait combien on aura. L'entrepreneuriat, on ne sait pas si ça tombe et si ça tombe, on ne sait pas combien c'est. Donc évidemment, c'est compliqué. Mais cette question de sécurité, je voudrais revenir dessus au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois. Hein. La question, la pandémie mondiale et ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui était salarié en CDI dans le milieu de la restauration ou dans l'événementiel ou dans la culture, qui se retrouve du jour au lendemain avec son boulot qui est menacé,
est-ce que véritablement c'est la sécurité? Donc moi, je n'y crois plus à cette question de sécurité. C'est encore une fois tout ce bullshit qu'on se raconte pour pas se lancer ou ce bullshit qu'on se raconte pour abandonner. Donc moi, aujourd'hui, pour moi, un CDI, c'est pas la sécurité. Il se trouve, vous voyez, je veux dire, dans le milieu ne serait-ce que du prêt-à-porter, le nombre de boutiques Camaïeu que j'ai vu fermer les unes après les autres dans plusieurs arrondissements de Paris, je veux dire, on est salarié là-dedans depuis toujours, on est cadre supérieur ou j'en sais rien, et ben vous pouvez passer au machin. Vous pouvez être licencié du jour au lendemain, licencié économique. Donc, de quelle sécurité parle-t-on? Pour moi, la sécurité la plus importante, c'est la sécurité de soi, de sa santé mentale. C'est ça la sécurité. C'est quand je fais des choses qui me font du bien. C'est quand je suis en accord avec qui je suis, alignée avec mon être profond. Ça, c'est la sécurité. Le reste, c'est de l'insécurité. Donc, je voulais juste revenir là-dessus parce que ça me tient à cœur. Non seulement, c'est ce que je pensais pendant longtemps. Avec le Covid, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était vraiment, ça n'avait pas sa place dans notre discours. Et je sais que beaucoup d'entre nous sont encore là-dessus. Donc, je voulais juste profiter en tout cas de ta question pour rebondir là-dessus. Par rapport aux difficultés, je me suis rendu compte, Leslie, en analysant déjà mon expérience avec Rimaric, la marque, etc., que j'étais extrêmement impatiente. Et c'est finalement un défaut par rapport à ce qu'on disait dans ta question précédente, qui était quels sont les facteurs de réussite. Et un des facteurs pour moi, en plus du sens, c'est la persévérance. On en a parlé. C'est la dernière clé du trousseau qui ouvre le secret. Et quand on est impatient, c'est très compliqué. Et je me suis rendu compte de ça en analysant un petit peu ce qui a fait que, bon, j'ai un peu mis en stand-by Rimaric, etc. Mais parce que j'étais impatiente, parce qu'il fallait que ça arrive rapidement. Et je me dis, non, mais sérieux, je veux dire, tu connais personne, tu te lances de nulle part, machin, et tu voudrais que ça tombe. Et ne serait-ce que, donc l'impatience et la difficulté à lire les résultats. Donc je voyais le chiffre d'affaires, je me dis, mais c'est ridicule. C'est ce que tu devrais faire en un mois. Il y a parfois le regard qui est hyper critique un peu. Ouais, critique. C'est bien la critique quand on est entrepreneur, mais il faut aussi savoir reconnaître les accomplissements, quels qu'ils soient. Je veux dire, rentrer 2000 €, c'est mieux que rentrer 0. Même si 2000 €, c'est pas. C'est ça en fait qu'il faut se dire. Et c'est pour ça qu'il faut trouver vraiment des leviers de motivation au quotidien pour se dire, parfois, il ne faut pas que ça soit toujours le chiffre d'affaires. Se dire, OK, je vais avoir combien de nouveaux inscrits, par exemple, par exemple, si j'ai une database de mails. Ça peut être ça. Si j'en ai 5 de plus, bah, ça veut dire qu'il y a 5 personnes que mon discours a percuté, que mon discours, en tout cas, a résonné en elles. Donc, elles se sont inscrites. Donc, ça peut être un chiffre. Donc, il faut faire attention avec les objectifs qu'on se met parce que parfois, ils sont beaucoup trop élevés. Alors, moi, je suis pour l'ambition. Hein. Je n'aurais jamais rêvé petit, c'est faux. Il faut rêver grand et puis il faut voir grand, etc. Mais dans l'évaluation de son travail, c'est bien d'avoir un regard chiffrable, certes, mais qui ne sont pas toujours financiers. Ils peuvent être aussi différents pour nous permettre un petit peu de nous booster et de dire que ça avance. Ça avance quand même. Justement, là-dessus, je voulais rajouter que il y a cette notion de valeur dans la création d'entreprise et dans ce que crée une entreprise. Et effectivement, associer valeur avec uniquement l'aspect monétaire, c'est un peu réducteur au final. Bien sûr, c'est réducteur. Bien sûr, c'est réducteur parce qu'il n'y a pas que ça. Tu sais, moi, des fois, j'ai des gens que je connais à peine qui, par exemple, lisent mon blog et m'envoient des messages, ou même la dernière fois, une personne qui m'a appelé, il m'a dit « Salut Rima, comment vas-tu ?» C'est une personne que j'ai vue 3 fois dans ma vie, hein. Et il me dit, vraiment, j'étais tellement en phase avec ce que tu disais dans tes derniers blogs que j'avais envie de t'appeler et de te le dire, etc. Et évidemment, c'est arrivé un moment où j'étais down de chez down, dans le sens où je me dis, mais à quoi ça sert ce que tu fais? Pourquoi? Parce que je me base sur les commentaires qui viennent pas, sur peut-être le nombre de mails qui sont pas nombreux. Et en fait, je me rends pas compte parce que la majorité silencieuse qui est impactée mais qui ne dit rien, on la voit pas. Et donc, quand j'ai cette personne qui m'appelle et me dit, mais tu peux pas savoir à quel point tu me fais du bien quand tu me dis ça, je me rends compte, mais je dis, écoute, merci. Et puis, elle m'a évidemment pas appelé par hasard ce jour-là. C'est que j'avais besoin d'entendre ça pour me remettre un peu sur les rails. Et c'est ça. Et qui donne envie de continuer au final. Bah oui, si on a l'impression de parler seul et qu'on touche personne, comment veux-tu te dire, OK, je continue? Et ça m'arrive souvent. Hein. Une des difficultés que j'ai, moi, c'est le doute. Et c'est compliqué d'être entrepreneur et d'être dans le doute tout le temps. Et que je me dis, OK, est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce que c'est vraiment la bonne niche? Est-ce que je vise le bon public? Etc. C'est tout le temps être dans le doute. Alors, le doute, c'est bien parce que ça permet de se renouveler, ça permet de se poser des bonnes questions. Parce que si on est persuadé que sa stratégie est la meilleure, bon courage. Ça ne donnera rien. C'est clair.
C'est ça, il y a aussi un avantage, c'est le fait de pouvoir remettre en question les choses, trouver les nouvelles idées, revoir les perspectives et puis être dans une recherche d'amélioration aussi. Oui, Ne c'est pas se important. asseoir sur ses lauriers et toujours aller plus loin. Donc ça a ses avantages. Effectivement, après, c'est où est la limite entre je me pousse à aller de l'avant parce que je mets les choses en perspective et je questionne tout pour trouver en quelque sorte un alibi pour tout déconstruire. C'est la balance. Je parle d'alibi, je parle souvent d'excuses, c'est la même chose. Et puis, on est assez pro, les entrepreneurs, là-dessus. Moi, j'ai des exemples, si tu veux, où je voulais lancer des cours en ligne. Évidemment, comme j'aime pas m'exposer, toutes les excuses de matériel, je les ai trouvées. Ah, mais j'ai pas le bon micro. Et le micro était en rupture de stock. Et puis, il fallait que j'attende le micro. Après, c'était la webcam. Après, c'était la lumière. Après, c'était le background qui était gris, je voulais blanc. Et machin. À un moment donné, je me suis pris en flagrant délit juste de mensonge, quoi. Je me suis dit, mais en fait, tu veux juste pas filmer. Tu veux juste pas enregistrer ton truc. Et tu sais, au moment où j'ai compris ça, je me suis dit, tu sais quoi? C'est now, c'est maintenant, c'est tout de suite. Tu appuies. Ça sera pas comme tu veux, ça sera pas parfait comme tu veux. Tu vas peut-être bafouiller, tu vas peut-être pas trouver les mots, tu vas peut-être pas aimer ta voix. Mais on y va. Parce que ça y est, j'ai repéré. Quand on n'y va pas, souvent, il faut se poser la question, j'ai peur de quoi? Et soyez juste sincère avec vous. Mieux se connaître au final pour pouvoir dépasser ses propres peurs. C'est ça, C'est vraiment ça. exactement. Et par rapport à tout ce que tu fais, puisque là, c'est vraiment multipotentiel, multisecteur, comment est-ce que tu concilies tout ça? Comment je concilie tout ça? Comme je te disais tout à l'heure, moi, le plus important pour moi, c'est toujours cette question de bien-être et de santé mentale. Parce que je suis passée par des phases où c'était compliqué. Donc pour moi, c'est toujours de me poser la question là-dessus. Ça va? Comment ça se passe? Comment je me sens? Est-ce que j'ai toujours du plaisir à faire ça? C'est pour ça que j'aime le fait que ça soit libre, parce que j'ai envie de m'écouter aussi. Et puis quand on s'écoute, c'est là où on donne le meilleur de soi. Et quand on s'oblige à faire quelque chose à un moment donné parce qu'on a dit qu'il fallait qu'on le fasse, ben on va pas donner le meilleur de soi parce que on n'est plus dans cette énergie-là. Donc moi j'essaye vraiment de m'écouter. Alors c'est pas toujours simple en termes de stratégie marketing de dire oui, mais en fait, je suis plus dans le mood de cette formation sur l'affirmation de soi parce qu'aujourd'hui, je suis plus sur la relation au corps. Oui, bon, enfin, si tu as dit à ta liste que tu allais produire un truc là-dessus, il faut quand même rester un peu cohérent avec aussi nos engagements envers les autres, mais aussi envers soi. J'arrive à le faire aussi parce que je respecte mon rythme. D'ailleurs, j'ai adoré sur ton site ce que tu mets, tu parles de rythme biologique sur les questions d'efficacité. Je dis, mais enfin, merci. Enfin, on parle des questions spécifiques. Enfin, je veux dire, certains sont du matin, d'autres du soir. Certains aiment travailler avec un fond musical, d'autres, il faut que ça soit un silence absolu. Mais ça, je n'arrête pas de le dire dans mes ateliers de coaching collectif, que ce soit à des étudiants ou à des particuliers, mais respectez votre rythme. D'ailleurs, il faut d'abord le connaître. Donc déjà, il faut savoir comment vous fonctionnez, quels sont ces moments, ces endroits qui sont propices à la créativité, à la concentration, à blablabla en fonction de vos objectifs. Et surtout, monter un système qui vous convienne à vous, arrêtez d'appliquer sur mesure des choses qu'on vous raconte dans des vidéos YouTube ou dans des livres, même parfois, qui sont édités dans des grandes maisons d'édition. Et je lis ce truc, je me dis, c'est quoi ce truc-là? Je dis oui, mais habillez-vous tous les jours comme si vous alliez au travail. Merci, moi je mets des pantalons simili-cuir. Qu'est-ce que je vais aller mettre un pantalon simili-cuir chez moi, toute serrée sur mon machin, faire du bruit dans les vidéoconférences? Tu vois, des trucs comme ça. Donc, respectez votre rythme. Donc, moi, j'essaie de le respecter aussi et de me dire, moi, si je travaille à minuit, je travaille à minuit. Typiquement, je suis du soir. Moi, le lundi matin, c'est la journée où j'ai envie de faire, mon corps a envie d'une grasse mat. Et ben, je la fais. J'ai la chance de travailler pour moi lundi matin, donc je m'arrange. Et puis, si Oui, lundi à 22h. l'organisation, c'est personnel, c'est une affaire personnelle. Et du coup, ben, pour une personne, une méthode ou une façon de faire ne va pas forcément convenir à quelqu'un d'autre, sachant qu'on n'a pas forcément les mêmes rythmes et les moments de productivité, les moments où on a vraiment envie de faire les choses. Donc, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on va appliquer une méthode. Après, je dirais que j'aime bien quand même les méthodes d'organisation, mais faut les choisir, en fait, en Il faut fonction les de... choisir. Oui. Mm. En fonction de comment on fonctionne. Tu veux, moi, je parle souvent dans mes ateliers efficacité absolue à Paris 8 de la méthode Pomodoro,
que tu dois sûrement connaître, le minuteur qui permet effectivement de faire des micro-tâches qui sont comme ça, rythmées par des pauses, etc. Moi, ça ne me convient pas du tout, Pomodoro. Je sais que ça convient à beaucoup de monde, donc je vais citer ça dans ma palette d'outils parce que ça peut aider les gens. Alors, dis-moi, quelles sont les 3 choses que tu aurais aimé savoir plus tôt? Parce que là, on a un petit peu traversé les bonnes pratiques, les questions bien-être, etc. Et le fait aussi de bouger entre plusieurs activités. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant et que tu as appris au cours de ton expérience jusqu'à présent? Mhm. Je pense que l'importance du mindset, de l'état d'esprit entrepreneurial, alors même si je baigne dans le développement personnel, je dirais depuis toujours, parce que j'ai toujours lu des bouquins là-dessus et j'ai toujours été dans l'introspection, dans l'observation de l'autre, etc. J'ai toujours été passionnée par ça. Mais je pense que là-dessus, ça m'a manqué au tout début, l'importance du mindset, l'importance de savoir où on va, de rêver grand, de ne pas s'auto-limiter, etc. L'importance du mindset financier, parce que tu avais raison tout à l'heure de dire que faut qu'on réfléchisse à cette question de valeur, elle n'est pas toujours financière. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut aussi beaucoup, y compris chez nous les femmes, parce que effectivement, tu as des personnes qui te suivent qui sont des femmes, c'est son créneau. Il nous manque du mindset financier, d'accord? On se limite beaucoup trop, on ne voit pas assez grand. C'est pour ça aussi que quand on voit les chiffres, souvent, c'est des hommes entrepreneurs qui ont des chiffres d'affaires plus gros. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont Même meilleurs. le nombre d'entrepreneurs, au final, je crois que c'est seulement 30% des femmes qui osent entreprendre. Hein. Ah bah déjà, voilà, j'avais même pas ce chiffre-là. Donc déjà, pourquoi? Parce qu'il y a tout ce discours intérieur. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que ça. Mais je pense qu'on a un travail à faire sur notre mindset entrepreneurial au sens large, hein, comme tu le dis, puisqu'on entreprend à 80%, c'est pas assez, déjà d'une part. Et quand on entreprend, le mindset de la persévérance, lier ça à notre sens, à pourquoi on le fait, etc., parce que ça va nous donner de la force, ça va nous donner du courage, ça va nous donner de la motivation, mais le mindset financier, quoi. Oui, c'est vrai. Ça fait Donc il y a, partie, il y a un travail là-dessus, ouais. je pense que ça fait partie vraiment des grands défis de la personne qui va quitter un peu ce cadre du salariat ou de fonction voilà, assez typique, on va dire, entre guillemets, pour aller vers l'entrepreneuriat et vraiment être dans cette démarche où il faut se mettre en action pour pouvoir faire des résultats. Oui. Et puis connaître sa valeur aussi. Tu sais, ça, c'est ce qu'on voit souvent avec les entrepreneurs au moment de fixer un prix. Non, mais après, quand tu expliques ce qu'il y a derrière un prix, au final, ce qu'ils vont se mettre dans la poche, ils comprennent qu'il faut juste genre tripler. Et aussi la valeur, quelle valeur on donne à notre travail, à ce qu'on apporte dans la vie des gens. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et ça, parfois, c'est difficile à chiffrer. Surtout quand on est aussi dans le développement personnel, c'est un peu compliqué de dire, OK, quel impact j'ai eu sur la vie de l'autre. Et parfois, c'est juste opérer un déclic dans la vie de l'autre. Mais imagine, c'est difficile de chiffrer un déclic, mais quand tu comprends quelque chose et que tu passes à l'action, mais mon Dieu, mais c'est une grande valeur. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Je voulais revenir un petit peu sur la marque que tu as créée. Donc, tu m'as dit en début d'interview que finalement, tu l'as mise sur pause actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu partages ton temps dans les différentes activités plus précisément et la marque au final, qu'est-ce qu'elle devient? Alors en ce moment, je suis vraiment en mode slashing. C'est-à-dire que j'ai raconté une expérience un peu des ONG qui n'était pas très positive, mais ça c'était vraiment à la fin parce que j'ai rencontré des gens absolument formidables dans ce milieu. C'est vraiment le milieu qui m'a formé le plus. J'ai eu la chance d'être dans des négociations internationales absolument passionnantes. J'ai fait un discours aux Nations Unies à New York, j'avais 27 ans. Enfin, j'ai eu des portes qui se sont ouvertes qui étaient absolument extraordinaires. Et donc, je ne crache pas du tout dans la soupe. Mais mine de rien, il y a à boire et à manger dans ce milieu-là. Et il y a des choses qui ne sont pas du tout dignes des droits de l'homme dans ce milieu-là, et y compris en France. Donc voilà, ça c'est parenthèse fermée. Je continue à faire du conseil aux ONG de manière vraiment temporaire, vraiment des ONG choisies. Et donc, c'est une partie de mon temps de travail. OK. L'autre partie de mon boulot, c'est l'Université de Paris 8, c'est travailler, donc je monte beaucoup d'ateliers en ce moment. Alors, je monte des ateliers sur ce qu'on appelle les compétences transversales. Et puis, la troisième partie, c'est mon activité de création de contenu et mon activité de coaching à la fois individuel et collectif. Donc, voilà. Donc, je slash un petit peu ces activités-là. Rimarec est en stand-by parce que je ne peux pas être partout.
Et quand je te parlais à l'époque, quand je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'avais noté tout ça. Et donc, j'ai commencé par Rimaric, puis aujourd'hui, je suis dans l'aspect accompagnement, coaching, création de contenu, etc. Et qui était aussi sur ma liste. C'est ça qui est dingue, c'est parce que c'est une question de timing. Moi, je crois énormément à la question à la fois de timing, le bon moment pour faire ceci ou cela, les opportunités, etc. Mais une question aussi d'énergie. Quelle est mon énergie actuellement? Et aujourd'hui, je sais que j'ai une énergie incroyable de transmission. Donc, évidemment que je vais utiliser cette énergie aujourd'hui pour faire du conseil stratégique. Je dis, je fais du conseil stratégique, que ce soit pour des étudiants, que ce soit pour des structures comme des ONG ou pour des particuliers qui viennent vers moi et qui sont un petit peu perdus dans leur carrière ou peut-être un petit peu perdus dans leur vie quotidienne, ils ne savent pas vers où aller. Pour moi, c'est la même chose. C'est du conseil stratégique. Et du partage de connaissances, etc. Et je suis dans cette énergie-là. Donc, je profite de cette énergie-là pour faire un max de choses là-dessus parce que je sais que mon énergie, elle va changer. C'est pour ça aussi que je parle de slashing, de multipassion, etc. parce que je sais que je vais suivre mon énergie. Donc là, je dis souvent, si vous voulez du coaching, c'est now. Voilà, j'ai besoin d'être dans cette énergie-là. Donc, Rimaric, je me dis, c'est au chaud, mais ça reviendra. Ça reviendra au moment voulu, quoi. Ce qui est intéressant sur comment tu vois les choses, c'est que généralement, les personnes ont tendance à choisir une idée, un concept, et à développer ça de A à Z ou à toujours faire la même chose ou des activités qui sont connectées à ça. Et là, en fait, vraiment, le fait d'être slasheuse, c'est de se dire, en ce moment, j'ai envie de faire ça, et puis l'énergie change, mais en ce moment, je vais plutôt miser sur telle autre activité. Et c'est vrai que c'est une approche différente qui va d'ailleurs beaucoup plus plaire, je pense, aux personnes qui ont cette créativité, qui ont envie de nouveautés assez souvent. Et ton parcours aujourd'hui, je pense, j'espère que ça leur montre que c'est possible, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, que c'est possible d'organiser les choses différemment. Et pour toi, dans ce contexte, dans cette organisation, parce que je pense que pour gérer tout ça, comme tu l'as dit, tu peux pas être partout. Donc, il te faut mettre en place une certaine organisation qui va suivre ton intuition ou tes besoins du moment. Et pour préserver ton bien-être, ta joie intérieure, quelles seraient tes petites astuces, les choses que tu vas mettre en place pour avoir du temps pour toi, ce temps de bien-être? Moi, je pense que mon premier signal, et je l'avais donné dans cet exemple à l'époque, c'est être à l'écoute des signaux de mon corps parce que mon corps le comprend avant moi. Alors, tu m'aurais sorti ce discours il y a 5 ans, je me serais dit, c'est qui cette perchée? D'accord? Mais quand on le vit soi-même, je peux te dire que voilà, je m'en fiche qu'on pense que je suis perchée, parce que je suis restée dans une ONG de renom où j'avais un poste qui claquait, où j'avais, je te jure, Leslie, au moins 5 journalistes par jour qui m'appelaient pour que je fasse des plateaux, pas parce que j'étais Rima Chéméric, juste parce que j'avais le titre qu'il fallait et que j'étais à la tête d'une région qui avait beaucoup de violations. Donc, il y avait beaucoup de choses à dire. J'avais France 24, j'avais Al Jazeera, j'avais tout ce que tu voulais. Donc, si j'avais écouté mon ego à l'époque, le côté glam, le côté plateau de télé, le côté je vais me faire un nom, le côté machin, etc., j'aurais complètement étouffé les signaux de mon corps. Or, mon corps, le premier jour dans cette ONG-là, je suis sortie de cette ONG-là en plein 9e arrondissement. Je n'ai pas trouvé le métro Saint-Jean, j'ai commencé à pleurer. Est-ce que c'est normal? Je veux dire, c'est complètement stupide, ce n'est pas possible. J'ai pleuré parce que mon corps a compris que ça n'allait pas être possible. Ok, le premier jour, évidemment, je me suis juste dit, je suis un peu fatiguée parce que j'ai enchaîné 2 boulots. Alors, j'étais à l'étranger, en plus, je travaillais avant juste à l'étranger. J'ai enchaîné avec ce boulot. Enfin, c'était une période intense. Donc, je me dis, bon, t'es fatiguée et puis t'as accumulé beaucoup d'informations aujourd'hui, c'est normal. Non, mon corps, il a continué. Pourquoi? Parce que le dimanche à 16h, t'as des petites palpitations. Pourquoi? Parce que le lundi, il faut retourner au boulot. Ah ouais, là, non, ça commence à bien faire. Ok, en plus, après, t'as un manque de respect dans la façon dont on te parle. Et on sait que ça, c'est déjà... Et là, tu dis, c'est pas possible. Voilà. Donc, à partir de cette expérience-là, et puis j'ai eu effectivement le courage de démissionner, alors que, effectivement, qui dit démission dit pas d'allocation. J'avais la chance d'avoir eu un boulot auparavant qui payait bien, donc du coup, j'ai pu mettre des choses, un peu d'argent de côté. Mais avec du recul, avec cette expérience-là, je dis aujourd'hui, au moindre signal de ton corps, c'est le corps qu'on écoute. C'est en fait les indicateurs qui se manifestent.
que parfois on a tendance à ignorer en se disant que c'est comme ça et que c'est mieux pour moi ou que il y a tel ou X bénéfices et qu'on a tendance à ignorer ces signaux alors que c'est ultra important et tôt ou tard, même en essayant de les ignorer, même en essayant de les étouffer, au bout d'un moment, le corps va se manifester en fait. À un moment donné, ils veulent nous faire payer le truc. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, il te dit, je t'ai déjà dit un petit peu, je t'ai donné des signaux, je t'ai dit, il faut pas aller là, je t'ai dit, il faut pas continuer, et tu continues. À un moment donné, il va t'envoyer dans la figure une maladie, voilà, un peu compliquée à gérer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un signal qui est fort pour moi, et c'est le plus important. Mais je pense que c'est vrai dans un sens où effectivement, donc, le corps va apporter ces signes qu'on va ou pas écouter, mais tôt ou tard, ça reviendra. Et puis, le fait de dépasser ces peurs, au final. Parce que ces peurs-là, elles sont pas forcément concrètes, c'est pas forcément vrai, fondé, on n'est pas sûr. Donc, le fait de se laisser aller aux peurs qui vont pousser à se mettre soi-même dans des situations qui ne nous conviennent pas, c'est effectivement un danger, je dirais, quelque chose auquel il faut porter attention, il faut vraiment faire attention à ça. La plus grande insécurité, excuse-moi, juste pas que j'oublie, c'est effectivement de ne pas s'écouter. C'est ça la plus grande insécurité. La sécurité aujourd'hui, c'est pas le CDI, je suis désolée, avec un salaire de cadre supérieur à la défense, quoi, ça se saurait. Ils se reconvertissent tous en coach de bien-être et voilà. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on pète un plomb. À un moment donné, on pète un plomb. Alors, ça convient à certaines personnes, mais il faut voir ce qui nous convient à nous. Et arrêter, et ça je le dis souvent aux étudiants, d'essayer de faire la carrière pour papa, d'essayer de faire la carrière pour maman, d'essayer de faire la carrière pour la société. Avec l'exemple que j'ai cité avec l'ONG en question tout à l'heure, c'est évidemment, je serais restée, c'est le choix de l'ego. Oui, j'ai le titre qui claque, oui, je fais les plateaux de télé, oui, et alors? Et toi, à l'intérieur de toi, t'es comment? Donc, c'est toujours faire attention à ça. Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour l'autre? Et parfois, c'est très compliqué. On ne se rend pas compte qu'au final, on est quand même en train d'essayer de réaliser les rêves des autres. Parce que maman n'a pas réussi à faire ceci, parce que papa n'a pas réussi à faire ceci, parce que dans ma famille, il n'y a pas eu de cela, je vais essayer de le faire. Non, non. En tout cas, c'est les premiers signes, les premières étapes en avant, en amont du moins, du burn-out. Avant d'arriver à cette étape du burn-out, c'est qu'il y a eu quand même des indices à voir. C'est vrai. Il y a eu des indices avant. Et tu peux pas savoir, moi je le vois dans les personnes que j'accompagne, à quel point on résiste, à quel point on se trouve des excuses, à quel point on essaye de se convaincre qu'on peut pas y aller, qu'on peut pas aller ailleurs. Puis c'est aussi beaucoup une question d'estime de soi, de quelle valeur on pense avoir. Et tu as raison, quand tu disais tout à l'heure, on a des peurs, et ça se trouve, elles sont pas fondées, mais dans la majorité des cas, elles sont pas fondées en fait. C'est juste des scénarios catastrophistes qu'on monte de toutes pièces, qui sont irréels, qui n'existent pas. Et on est convaincu de ça. Et bien du coup, on monte notre vie sur quelque chose qui n'existe pas. Mais nous, on est convaincus. Comme tu dis, tôt ou tard, ça va péter. Bon, tu l'as dit plus élégamment que moi, mais mais moi, il faut que je sois authentique. Et voilà, je parle comme moi. Mais c'est ça, en fait, tôt ou tard. Et en fait, un des plus gros gâchis, c'est le potentiel inexprimé. C'est bien pour ça que je pense le nombre de reconversions aussi, changement professionnel, ça remonte. Et puis, on a quand même la chance d'avoir certaines facilités, certaines opportunités qui permettent de réaliser ces changements-là. Oui. Et moi, là-dessus, je suis assez contente de ce qu'a pu en tout cas apporter le Covid. Il n'a pas eu que des inconvénients. Je parle au passé, mais enfin, il est toujours là. Je dis pas la Covid parce que je ne supporte pas. Donc, le Covid, je continue à le dire. L'Académie française n'a pas prononcé plutôt là-dessus. Moi, je ne peux pas dire la Covid. Donc, je peux dire la pandémie. Mais en tout cas, un des avantages, c'est qu'on commence à être un peu plus ouvert sur les reconversions. Je te parlais en début de podcast sur cette question on aime bien en tout cas fermer les gens dans des cases. Si tu n'as pas fait telle école, telles études, tu ne peux pas faire ceci et cela. Et heureusement qu'on commence à s'ouvrir là-dessus. Heureusement qu'il y a des gens qui changent de cap, mais à 360. Mais heureusement, parce que dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose qui est quand même répandu depuis de nombreuses années. On va pas dire quelle université tu as fait, mais qu'est-ce que tu sais faire. Et ici, non, quelle école, quel machin, Et puis même dans le milieu du coaching, tu continues à entendre, oui, mais moi, en fait, je suis certifiée.
Donc, il faut vraiment avoir la certification. Comme ça, on rentre bien encore dans la case parce qu'autrement, on ne sait rien faire. Tu vois, cette mentalité, je suis très heureuse qu'elle change parce que ça va encourager beaucoup, beaucoup de gens à juste suivre leurs aspirations les plus profondes. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool que beaucoup de gens, pendant le premier confinement notamment, qui était le vrai confinement, se sont dit, mais qu'est-ce que je fous dans cette boîte? Mais qu'est-ce que je fous là? En fait, je ne sais pas. Ça fait 20 ans que je suis là. Pourquoi je suis là? Et c'est cool parce que, bon, certes, c'est des transformations majeures, c'est beaucoup de peur qui remontent, etc. Mais heureusement, enfin, ces personnes vont pouvoir se réaliser. Et puis, heureusement aussi, ce que je suis contente de voir, c'est les reconversions qui se font à 50 ans, à 60 ans. Je trouve ça génial. Vraiment, j'ai eu un étudiant à Paris 8 qui a assisté à mes ateliers, qui a fait ses études de psychologie, il a 62 ans. Je trouve ça extraordinaire. 62 ans, sans s'enterrer. Pour être bien dans sa vie, dans sa peau, jamais trop tard pour être en alignement avec ses valeurs, pour faire ce qui compte vraiment pour soi au final. Parce que le temps est précieux. Donc même le peu qui resterait, on ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui reste. Donc autant le mettre à profit et l'utiliser pour ce qui compte vraiment pour soi. Ça, c'est quelque chose que j'adore répéter aux femmes rayonnantes. Et c'est tellement vrai. Et du coup, il y a une lecture en particulier, un auteur, un livre que tu aimerais mettre en avant aujourd'hui? Alors j'ai fini hier un livre. Alors moi déjà je suis une lectrice en général, je lis plusieurs choses en même temps. Mais ça, si tu vois, c'est toujours dans le côté slashing, multipassionné. Je m'en rends compte que Oui. je suis hyper alignée. C'est que même là-dessus, ça saute du coq à l'âne en fonction de l'énergie. Donc sur ma Kindle, donc ma liseuse électronique, j'ai fini hier un livre, un tout petit livre qui s'appelle Show Your Work. Je sais plus comment il s'appelle, Austin Kleon, un truc comme ça. En fait, c'est un entrepreneur qui, en tout cas pour les entrepreneurs qui sont en ligne, il donne un peu quelques astuces pour montrer son travail. Il est beaucoup sur comment être un peu le documentaliste de son travail et partager ça avec son audience, etc. Donc, il se lit hyper vite. J'ai pas appris grand-chose, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et surtout, je pense un de ces messages, c'est se dire, n'attendez pas d'être expert pour partager votre savoir, même l'amateur. Ça, je trouve ça hyper cool. Qu'on a souvent ce syndrome de l'imposteur, et apparemment beaucoup chez les femmes aussi, se dire oui, mais quelle légitimité j'ai pour partager ça? Mais c'est pas grave, tu as lu un truc qui est intéressant, une citation qui t'a inspiré, ben partage-la. Tu peux être que le messager, et puis le messager, c'est déjà beaucoup, parce que la personne n'a peut-être pas connaissance de cet auteur-là, mais te connaît toi. Donc toi, tu vas être le canal qui va diffuser cette information-là. Donc se décomplexer par rapport à l'expertise et oser partager ce conseil. Donc là-dessus, c'était cool. J'aime Voilà, beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, je le remarque avec les personnes avec qui j'ai des échanges et les femmes de la communauté des femmes rayonnantes, c'est qu'il y a ce blocage de se dire je publie pas ou je me montre pas ou j'y vais pas parce que c'est pas encore ça, parce que il manque tout ça, parce que etc. Et c'est vrai au final, on a quand même le droit de s'exprimer, de partager ses idées, quand bien même on n'est pas l'experte numéro 1 mondiale sur le sujet. Je suis complètement d'accord avec toi et j'ai un souvenir qui remonte. Une des leçons de Rimarek, donc le début de mon entrepreneuriat, c'est que c'était un remède à mon perfectionnisme. Et c'est ce que tu dis qui me rappelle ça, c'est qu'il fallait que ça soit toujours bien carré, machin, etc. Vraiment mon côté carré pour le coup qui n'est pas vraiment le côté intuitif. Et ça m'a appris à juste y aller, même si c'est pas au top. C'est n'attends pas que ça soit parfait. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent, lance-toi avant d'être prête. Je pense que c'est le meilleur remède au syndrome de l'imposteur, c'est l'action. Et de constater ensuite que, au final, c'est pas si mal que ça. Et on fera mieux et on fera de mieux en mieux après. Mais l'important, c'est de commencer, de se lancer. Et arrêter de se trouver des excuses. Tout à fait. Alors, pour celles qui nous suivent aujourd'hui, est-ce que tu aurais un message particulier que tu voudrais passer, quelque chose à partager de particulier aujourd'hui? Oui, ça rejoint ce qu'on est en train de dire, donc c'est une belle transition. J'aimerais paraphraser l'auteur Robin Sharma qui dit rêvez grand, commencez petit, agissez maintenant. Rêvez grand, mais ne mettez pas de limites, mais voyez grand, ayez des ambitions, on s'en fout si on les atteint ou pas, mais parce que c'est une énergie qui drive énormément.
de se lier à ce truc-là, c'est quelque chose d'énorme. Donc, moi, j'ai fait effectivement une petite formation en ligne qui se vend pas très cher sur le Vision Board, le tableau de visualisation, qui vous permet de voir, enfin, déjà de les identifier, de les voir tous les jours. Mon tableau de visualisation, il est là-haut, il est partout, c'est le fond d'écran de mon ordi. Je ne veux pas perdre de vue mes rêves. Vraiment, je suis foutue. Donc, voilà, rêvez grand et puis faites vos tableaux de visualisation, faites ce que vous voulez ou alors écrivez si vous êtes plutôt juste les mots, c'est important pour vous, etc. Mais il faut savoir où vous voulez aller et ne pas vous limiter dans vos ambitions. Donc ça, c'est important pour moi. Commencez petit, ça rejoint ce qu'on était en train de dire, syndrome de l'imposteur, légitimité, perfectionnisme, machin. On s'en fout. Arrêtez de trouver des excuses. Commencez par un micro-truc. Je sais pas, moi, votre rêve, c'est d'écrire un bouquin. Bah, je sais pas, écrivez déjà un mail, puis écrivez un blog, puis commencez votre e-book. On s'en fout, tout le monde peut s'auto-éditer aujourd'hui. Mais commencez par un micro-truc et arrêtez de vous trouver des excuses. Donc ça, c'est important pour moi. Et agissez maintenant, lui, il dit. Moi, je dis souvent aux personnes, tu commences aujourd'hui. Tu sais, le fameux exemple du régime qu'on commence tous le lundi. D'ailleurs, le lundi, pire jour pour commencer quoi que ce soit. Pourquoi on commence lundi? On commence tout aujourd'hui. Moi, je dis, tu commences aujourd'hui, peu importe quel est ton objectif. Il y a toujours le moyen de commencer petit. Et aujourd'hui. Et ça, vous me donnez n'importe quel exemple, je vous donne comment commencer petit et aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Les petites actions, on a tendance à les sous-estimer ou les minimiser, mais mises ensemble, bout à bout, et avec l'expérience que ça donne sur le long terme, on se rend pas compte mais de la possibilité, du progrès, des choses qu'on aura construit avec simplement le fait de commencer par une petite étape pour qu'après, petit à petit, ça fasse vraiment cet effet cumulé. L'effet cumulé, exactement. Là, on est en télépathie, c'est le mot que j'allais dire, et le fameux livre qui a fait sensation, l'effet cumulé. Je suis complètement d'accord avec ce que prône Darren, je sais pas comment il s'appelle l'auteur, mais l'effet cumulé, c'est super important. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut savoir où te contacter pour ceux qui veulent découvrir plus de ton travail, de toi, de ce que tu partages? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur mon site internet www.rimachemeric.com. Je vous invite vraiment à vous inscrire à ma liste de diffusion parce que c'est à ma liste privée, c'est là où je partage parce que j'aime aussi pas mal l'écrit. Et je suis tombée amoureuse d'un autre canal récemment. Ça, c'est mon chat qui a Le chat a encore frappé. Fort, je dois dire, parce que d'habitude, voilà, bon, il a fait tomber des choses, je suis désolée. Voilà, c'est les aléas du télétravail avec un petit animal de compagnie. Et donc, je disais que j'étais tombée amoureuse de Telegram, même si je connaissais. J'ai trouvé que c'était des formats complémentaires, le blog, donc qui est un peu qui est grand public, voilà, pour rentrer sur des thématiques sur la thématique du développement personnel. Le mail, où je vais rentrer un peu plus, je vais peut-être me livrer un peu plus avec des exemples très personnels. Et Telegram, un petit truc où je mets des notes vocales, où vraiment c'est les coulisses, mais avec aussi de la valeur, hein, avec vraiment aussi des conseils, mais le côté un peu plus underground, quoi. Un peu plus fun, oui. Ouais, plus fun, quoi. Eh bien, avec l'épisode d'aujourd'hui, on va mettre les liens qui redirigent vers tout cela. Et je te remercie encore, Rima, pour avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci beaucoup pour ce que tu fais et merci aussi de mettre en lien plusieurs entrepreneurs et de les aider à se booster vers le haut parce que je pense qu'on en a besoin. Merci beaucoup. Merci. Et à nos auditrices, auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, laisse en commentaire une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.